Bonjour Maximilien Frisch. Bonjour Voilà, Richard. nous sommes heureux de vous recevoir en chair et en os dans ce studio. Et vous allez nous parler de littérature contemporaine. Exactement, et cette fois-ci Richard, ma chronique ne portera que sur un seul auteur. Voilà. C'est pas grave, il est sûrement bon. Exactement, il est bon, il s'appelle Marc Obregon, c'est le brillant journaliste de l'Incorrect, excellent romancier par ailleurs, et que les petites maisons d'édition s'arrachent ou se partagent selon le point de vue que l'on adopte, puisque Marc Obregon est édité chez moi, Nouvelle Marge, aux éditions du Verbe Haut à Nancy, et également à la Mouette de Minerve, en fait. Et alors bon, gageons qu'un jour, Gallimard ou Grasset se mordront les doigts de ne pas avoir marché sur nos plates-bandes indépendantes et marginales. Hein. Exactement. Voilà. Alors, Marc Obregon est né en littérature par un pamphlet publié aux éditions Nouvelle Marge en 2019. Cet essai s'intitulait Contre les enfants du millénaire et tout était déjà là. Toutes ces obsessions qu'il s'évertuera à transformer plus tard en roman, même en poésie, pourquoi pas. Les questions qui hantent Obregon, quelles sont-elles ? Qu'est devenu le réel ? Par quoi a-t-il été remplacé ? De qui sommes-nous la narration ? L'auteur aime faire tomber tous les masques de notre société pour révéler le règne du faux dans ce qu'il est possible d'appeler désormais une chute sans fin. Parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'on en a pris pour perpète dans cette chute. Et dans ce premier essai, Obregon parvient à débusquer cette dernière dans l'organisation de l'Europe, dans nos cités, dans la nature de nos divertissements, dans la pornocratie bien sûr ambiante. Et il montre que dans la modernité, tout a été dévoré par la fiction, la vie, la mort, l'être et peut-être même le néant. Je le cite, le monde non content de disparaître est remplacé par sa simulation, si grand remplacement il y a, c'est bien celui de la réalité. Marc Obregon est ce prophète qui sait lire les chutes d'aujourd'hui en écho à celles d'hier, en préfiguration de celles à venir. Notre auteur déniaise donc les milléniums, les enfants du millénaire pour qu'ils ne soient plus dupes de rien, ni du capitalisme, ni des idéologies, ni de la fête, ni des autres et ni d'eux-mêmes. Dans ce pamphlet anti-moderne, dans un style un peu flamboyant, hein, Obregon ose l'outrance, car il sait que la vérité est scandaleuse et que le saint est un fou. Voilà pour la première mise en bouche sur Obregon. Et après ce pamphlet, il se lance dans les romans, cet Obregon. Il se lance par un premier roman, publié en début 2022, mais écrit pendant la crise Covid. Il est publié aux éditions du Verbe Haut, il s'appelle L'Orbe. Dans un seul roman, il nous offre un récit démultiplié en 3 parties. Tristan, Violette et L'Orbe. 3 récits aussi étrangers les uns aux autres que familiers. A priori, ils se ressemblent tous avec les mêmes protagonistes et l'on retrouve des détails qui émergent, hein, comme des bornes, un livre de poésie, la voix de Violette, une pièce cachée dans un appartement. Et nous sommes à l'heure de la guerre de la Syrie, en Syrie, mais cette dernière semble passer en second plan par rapport à la menace d'une pandémie venue de Chine. Vous voyez qu'il était inspiré à ce moment-là. Le vrai sujet est l'accélération qui permet à cette menace de se lancer dans une gouvernance mondiale, tout simplement, par le règne des data et l'intelligence artificielle. Dans le premier récit, Tristan, de retour à Paris, entend partout la voix de Violette, sa douce et belle collègue journaliste morte dans un attentat en Syrie. Il se réfugie dans un cercle de poésie pour fuir un monde confiné dans lequel il entraîne une intelligence artificielle. Dans le deuxième, Violette veille sur Tristan, le patient zéro, dans le coma. Elle lui parle et finit par lui lire de la poésie pour échapper au monde et notamment aux data. Et puis, dans le troisième, Tristan, le journaliste, rencontre Violette, le petit génie des data, un congrès international et leur relation amoureuse épistolaire a peut-être l'espoir de conjurer la gouvernance mondiale. Alors, les divergences entre les récits ne sont que variations, finalement, comme en musique. Les 3 sont vrais, aucun n'est réel. Vous voyez, on est encore sur l'obsession. Le deuxième roman publié, il était la même année, fin 2022, il était aux éditions Nouvelle Marge, et il s'intitulait, j'adore ce titre, « Mort au peuple ». Mort au peuple, donc en une seule phrase, et une seule phrase sur la 4e de couvre, ça va peut-être vous plaire Richard, « Si la France pue, c'est qu'on y baffe encore la charogne des rois ». Remarquable. Voilà, la phrase éclate comme un slogan et nous salit en même temps. Pas de pitch, pas de mise en bouche, juste une petite baffe pour nous réveiller et nous mettre au pied du mur pour choisir notre rôle, victime ou bourreau. Alors bien sûr, on choisit d'être la victime. Marc Obregon nous immerge dans la tête d'un complotiste. Nous y resterons quasiment jusqu'à la fin en flirtant avec la folie. Nous sommes immédiatement assimilés aux héros, donc nous voici.
Célibataire, malingre, banlieusard à Arcueil, vivant seul dans la résidence Lénine, entre deux bretelles d'autoroute, baigné dans une véritable odeur de cafard mouillé. Bon, bref, nous appartenons au camp des perdants de la mondialisation. Paris n'est pas pour nous. Notre monde et notre époque étant tenus pour une farce, et puisque nous vivons dans la société post-tout, si on ne veut pas finir comme une simple composante du bétail humain, on ne peut que devenir complotiste. Et si on y réfléchit bien, on a bien toutes les raisons de l'être. Devenir complotiste était la seule façon pour cet homme de sortir du piège, de se sentir à nouveau élu, non plus à la marge du monde, mais en surplomb. C'est une rencontre qui va tout changer et redonner du sens à cette vie de déchet du mondialisme. Ifik apparaît comme un prince à la beauté fascinante, aux yeux vermeils d'Achachin. C'est lui qui nous fait membre d'une secte chiite radicale. Avec Ifik, nous découvrons sur un chantier de désamiantage la chambre du roi, dans laquelle nous tombons sur la véritable boîte noire de l'humanité. Dès lors, tout renforce nos théories complotistes, à mesure que nos yeux s'ouvrent. Dès lors, la seule réponse, c'est l'attentat. Et l'attentat ne peut être que suicide parce qu'il ne s'agit pas d'attendre le grand soir. Il s'agit d'emporter le prince de ce monde pour, à nouveau, faire régner la vérité. Alors, bien sûr, là, à partir de maintenant, le héros oscille entre camisole de force et ceinture d'explosifs. Et on ne sait pas, est-ce que ça sera un terroriste de plus ou simplement un déséquilibré de plus qui sera découvert. Alors, à la lecture de Mort au peuple, je vous avoue qu'on frissonne et on rit en même temps, on jouit et on vomit en même temps. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, ce livre. Non, mais Marc Obregon, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a un travail d'écriture absolument remarquable, mais l'imagination l'entraîne vraiment dans des confins très bizarres. Oui, il y a du trash. Il y a du trash. On fera une prescription enfin pour que tout le monde choisisse selon son profil. Après ça, après ces deux romans qui ont eu un vrai succès, il s'est lancé dans une série là récemment, 2024-2025, Omega Town. Alors là, on est un peu dans l'univers narratif des films. Hein. Il y a du Tarantino plutôt de type Reservoir Dogs, de l'Orange Mécanique, du Nikita, du Jason Bourne, et tout ça saupoudré d'humour à la Bruce Willis, on va dire. Voilà, on est un peu dans cette ambiance-là dans Omega Town. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est Victor, le héros, qui, après avoir fait une guerre en Asie centrale, rentre de 20 ans de prison, revient à Paris, et Paris devenu complètement grotesque, complètement à la main de monstres froids, d'officines paragouvernementales, et tout le monde, surveille tout le monde. Alors, on le dote d'une IA, intelligence artificielle ectoplasmique, appelée DOC, et qui prend la forme holographique d'Anna Karina, qui interagit avec cynisme et componction avec notre héros. Il est mandaté pour espionner une famille, Zoé, la fille de la famille, apparaît comme l'énigme, et ses activités virtuelles dans la Chambre des Arts, qui est projection dans le monde virtuel de toutes les atrocités possibles, entre porno et camps de concentration, alors ça non plus, ça ne sera pas pour tout le monde. Ce n'est absolument pas pour tout le monde. Voilà. Et il y a une usine chimique à Pantin qui explose, qui pousse tout le monde au confinement. Là, on comprend aussi encore l'obsession de Marc sur le confinement. Et puis, bien sûr, tout ça sur fond de guerre civile permanente, feux de poubelle, viol, histoire de fêter par épisode la fin du monde. Voilà. Et puis, le dernier en date, il est aux éditions de la Mouette Minerve. Il vient de sortir, il s'appelle Le Sucre. Et le sucre, c'est l'autre nom de la drogue, en fait. Et là-dedans, il fait une espèce d'autofiction où le héros, voulant écrire le roman total, finit par faire une espèce de journal intime. Donc, il se moque de lui-même et sur fond de consommation de drogue abusive. Voilà. Donc, voilà, 6 livres, un essai et 5 romans. En synthèse, moi, je trouve que Obregon est un écrivain absolument à découvrir. Il faut au moins en lire un. Et donc, on va vous donner la prescription. Hein. Les obsessions d'Obregon sur le grand remplacement, le remplacement du réel, l'amènent à mélanger joyeusement gnose et science-fiction, à incorporer dans sa narration pamphlet et poésie, parce qu'il y a de la poésie dans Obregon. Et moi, je trouve que je le qualifierais comme ça. C'est comme ça que je vous l'avais dit, Richard. Je trouve que c'est la première grande réussite de la génération Dantec. Voilà. Mais c'est vrai, vous me l'aviez dit, Maximilien, et je souscris à votre définition. On va, hélas, quitter Maximilien. Avant de le quitter, j'aimerais lire l'extrait absolument remarquable d'un jeune auteur contemporain. Quand il lui demandait comment ça va, il voulait dire « je t'aime ». Quand il lui demandait quel temps fait-il, il voulait dire « je t'aime ». Quand il s'enflammait sur des questions politiques, il voulait dire « je t'aime ». Et quand il insulte la terre entière, là, maintenant, il veut dire « je t'aime ». Et qu'en reprenant son souffle, évidemment, dans le silence même, il voulait dire « je t'aime ». C'est un extrait de Folle de Maximilien Frisch
qui a eu le courage de ne pas s'éditer lui-même. Merci beaucoup Maximilien pour tout ce que vous nous apportez. Merci Richard.